Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de Traverse. Aujourd'hui, la conférence s'intitule « Dans quel pays se trouve Tolbiac ?» Bien. Alors c'est un thème qui m'est cher parce que c'est un lieu que j'ai énormément fréquenté et puis il n'y a pas de raison que je vous parle que de mes pérégrinations à travers la France et jamais de l'endroit où j'ai le plus vécu et travaillé. Donc aujourd'hui, ce sera une conférence de Traverse dans un lieu à Paris. Voilà. Alors c'est... Dans quel pays se trouve Tolbiac? Cette conférence vient clore le chapitre sur, à l'intérieur du grand chapitre sur la politique en France, vient clore de manière un peu ironique la partie consacrée à l'extérieur, à l'ordonnancement des relations avec l'extérieur. Et vous verrez pourquoi. Bon, je ne vais pas m'éterniser à faire des commentaires, on va rentrer directement dans le texte. Voilà. Alors, oui, simplement pour vous dire, à la fin, je vous donnerai dans les commentaires tout un tas de liens vers des différents cours que j'ai pu donner à Tolbiac et différentes interventions que j'ai pu faire à des moments intéressants, devant, dehors, chez moi, à propos des différents événements qui ont pu se passer à Tolbiac, notamment dans le cadre de mouvements. Nous commençons. Dans quel pays se trouve Tolbiac ? Pour clore ce chapitre ouvert sur la question des relations avec l'extérieur, je voudrais vous offrir une promenade dans un lieu bien parisien et dont je suis familier. Le centre Pierre Mendès France, appelé plus généralement par ses occupants, étudiants et enseignants, Tolbiac. Mais patience, comme nous sommes dans une conférence de Traverse, nous allons nous rendre à Tolbiac à travers Paris, par une promenade méditative, une flânerie dans cette ville à le secret. La promenade commence à l'arrière du lycée Chaptal, près de la station Rome. Nous sommes au nord-ouest de Paris, tout près de l'étrange fleuve ferroviaire qui sort de la gare Saint-Lazare. À l'arrière du lycée, l'entrée du collège Chaptal. On dirait un petit château gothique. Je m'y promène et mécaniquement je cherche sans succès le triptyque liberté, égalité, fraternité. Comme si j'étais devant une communale. Comme je sais que je me rends à l'université et que j'ai l'université en tête, je me demande pourquoi cette inscription n'orne pas la devanture de l'université. Et qu'est-ce qu'on en a gardé ? Peu de choses, me dis-je en descendant la rue de Rome. Sur le côté gauche de la rue de Rome, il y a un bâtiment surprenant érigé sur le flanc de la gare Saint-Lazare, quelque chose entre le phare nain et le pigeonnier géant. Une nouvelle question surgit dans mon esprit. Qu'est-ce que je fais, moi, de ce triptyque républicain quand j'enseigne à de jeunes étudiants fraîchement sortis de leur lycée ? Voilà, je traverse ce quartier mou, pénible, trépidant mais lourd. Le voilà vite traversé, me voici à la place de la Madeleine avec son énorme église, une espèce de monument d'harmonieuse laideur, on pourrait dire de laideur géométrique. Puis les boutiques de luxe, la Concorde, l'Assemblée nationale. Je m'énerve comme d'habitude devant cette assemblée qui, au fond, tourne le dos à la place de la Concorde, c'est-à-dire à la place de Grève, c'est-à-dire à l'endroit où on coupait les têtes, pour regarder vers les quartiers bourgeois de l'entre-soi du 7e arrondissement. Je continue ma promenade, Jussieu, Monge, les Gobelins, avec toujours en tête cette histoire d'égalité, de liberté et de fraternité. Qu'est-ce que j'en fais, moi, dans les cours ? Dans la côte entre la place des Gobelins et la place d'Italie, devant la manufacture des Gobelins, l'idée me vient d'une espèce d'œuf républicain sur le modèle de l'œuf stoïcien. Vous verrez dans les notes du texte l'explication sur ce que c'est que l'œuf stoïcien. Alors voilà, je me représente un œuf pour me représenter le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, dans ce que moi je peux en faire à l'université, ou je pourrais en faire. Or, je me dis que, dans le fond, le jaune, le cœur, c'est la liberté. Parce qu'on transmet essentiellement l'envie et les outils d'une émancipation. C'est ça que j'essaye de faire avec les étudiants. Le blanc, c'est la fraternité qui peut régner entre eux et nous. Mais enfin, c'est essentiellement entre eux que ça se passe. C'est ce qui les entoure, ce qui fait le goût de leur séjour à l'université,
la saveur, une forme de bienveillance a priori entre les étudiants. Et puis pour la coquille, l'égalité comme condition et comme but dans l'accès au savoir, hein, évidemment, dans le droit donné à chacun de faire des études. Alors évidemment, cette égalité comme coquille, c'est à la fois quelque chose qui est nécessaire en tant que rêve, et puis quelque chose qui n'est pas une réalité du tout. Hein. C'est le rêve fondateur de l'université populaire. Mais bon, rien de tout cela n'existe, ni à Tolbiac, ni ailleurs. Mais enfin, je me dis, en tournant vers Campo Formio, je reviens à ma promenade vers Tolbiac, qu'on pourrait penser les choses ainsi. En arrivant à Campo Formio, qui est une station de métro sur le chemin vers Tolbiac, petite pensée pleine de gratitude pour le monde diplomatique, en passant dans le quartier qui abrite leur bureau, puis la place nationale, qui est très laide. Et puis nous voilà enfin dans le quartier de Tolbiac. Alors le temps d'avaler un feu, qui est une espèce de boostify formidable. Vous savez, c'est une espèce de large bol de bouillon avec des viandes diverses, des tripes, des nouilles, voilà. Au feu 13 sur l'avenue de Choisy, et nous voilà à Tolbiac, le ventre plein et plein d'énergie. Tolbiac, drôle de nom, hein, Tolbiac. Qui se souvient, en entendant ce nom incongru pour une université, de la victoire de Clovis sur les Alamans, hein. C'est pour ça que ça s'appelle Tolbiac. Tolbiac, c'est une victoire de Clovis. À vrai dire, personne. Personne, mais notez bien que sur ce campus, la plupart des occupants ignorent aussi qui a bien pu être Pierre Mendès France, qui a donné son nom officiel au site de Tolbiac. Le site de Tolbiac s'appelle Tolbiac à cause de la rue de Tolbiac. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est Tolbiac, hein, cette partie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne? Tolbiac, c'est un enchevêtrement de 3 tours laides, de tailles différentes, accolées sans grâce les unes aux autres, entourées d'une fosse en béton maladroit, dont on a l'impression qu'il a été fait avec une truelle mal lavée. C'est l'endroit où les étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne viennent faire leurs 2 premières années avant de rejoindre les campus plus prestigieux. C'est, du moins selon moi, un ventre mou, une espèce de labyrinthe digestif dans lequel il est difficile de s'orienter. Un estomac dans lequel l'université digère et trie ceux et celles qu'elle embarquera et ceux et celles qu'elle laissera sur le bord de la route, comme ça, sans y penser. C'est aussi un centre de formation à une certaine forme de syndicalisme étudiant et de pensée de gauche radicale ou encore de situationnisme. On dit parfois Tolbiac la Rouge ou pendant certaines mobilisations étudiantes, la commune libre de Tolbiac. Les 1001 manières dont les savoir-faire militants, les modes de mobilisation ou les convictions se transmettent à Tolbiac est toujours resté partiellement mystérieux pour moi. Ouh là là, cette phrase est très incorrecte. Sont toujours restées partiellement mystérieuses pour moi. Comme si c'était l'âme des lieux qui infusait dans la jeunesse qui les fréquente, en d'autres termes, comme si on avait mis de l'âme et de l'âme situationniste dans l'immeuble, et que l'immeuble ensuite transmettait cette âme à ceux qui fréquentent les lieux. Alors dans quel pays se trouve Tolbiac, hein? Et surtout, pourquoi se poser une question pareille? Pour au moins 3 raisons. D'une part, et suivant en cela une tradition médiévale, il existe une extraterritorialité des universités, en fonction de quoi le préfet de police de la République française ne peut y envoyer de forces de l'ordre sans l'accord du président de l'université. En d'autres termes, c'est toujours le président de l'université, qui dispose de ses propres forces du maintien de l'ordre, qui requiert, qui demande ou qui autorise les forces de la préfecture de la République à intervenir à l'intérieur de Tolbiac. D'autre part, parce que de nombreux compatriotes, si on les faisait rentrer dans ce territoire, auraient l'impression de voyager sur Mars ou sur la Lune, tant il existe un écart entre ce que l'on se représente habituellement comme étant une université, d'un côté, et la réalité magmatique de cette chose bizarre en forme de n'importe quoi, de l'autre. Enfin, parce que 13 années d'enseignement dans ces murs, je parle de moi là, m'ont démontré qu'il existe des formes de sociabilité propres à ce lieu et qu'en quelque sorte, pendant le temps de leurs études dans ce lieu,
Les étudiants et les étudiantes de Tolbiac forment un petit peuple très différent par ses mœurs de tout ce que l'on peut trouver aux alentours, par exemple dans les universités voisines. Et le plus étrange, c'est que ce peuple demeure à travers les années, bien que la population qui le forme se renouvelle chaque année. Toutes les routes de Paris peuvent mener à Tolbiac, mais on peut en décrire les alentours, par lesquels, d'où que l'on vienne, on sera obligé de passer pour rejoindre Tolbiac. Tolbiac se situe dans un coin du 13e arrondissement qui fut longtemps un arrondissement assez industrieux, lié à la Seine et à son port de Bercy. La place d'Italie n'est pas loin, les ports d'Italie de Choisy non plus. Il y a dans ce quartier des pleins et des vides qui font ressentir une zone récemment exploitée. Il y a 30 ans, le coin était réputé pour ses squats, notamment les grands moulins devenus depuis l'université Paris 7. Comme si l'énorme bâtiment hors d'âge de Tolbiac avait ouvert dans les années 1970 le quartier à une nouvelle colonisation de buildings qui ne peuvent envahir les quartiers anciens et protégés de Paris. Face à Tolbiac, il y a une dalle peuplée de tours. De nombreux commerces asiatiques se trouvent aux alentours. Il y est plus facile d'y manger un excellent feu qu'une tête de veau sauce grébiche. Dans ce quartier, la principale fête de quartier est la fête du Tête. Ce jour-là, les alentours de Tolbiac sentent le pétard et l'on voit des dragons courir la rue. Et puis il reste des trous, des anomalies, certaines sympathiques, d'autres moins. Pour ce qui est de la tour, elle est encadrée par un stade, un foyer de travailleurs étrangers, la fameuse dalle et des bâtiments de l'INSERM. Entrons à Tolbiac. D'abord, les grilles, puis la fosse. Du béton avec de faux galets encastrés dans le béton et qui ont tous servi plus ou moins de cendrier. La fosse est faite de cette matière-là. Des cendriers désossés, par ailleurs, des poubelles. Toujours dans la fosse, il y a souvent des grappes de jeunes étudiants, causant, mangeant, fumant, tenant des petits stands improvisés. Il y a deux choses qu'en 13 ans je n'ai jamais vues dans la fosse de Tolbiac, c'est un couple s'embrasser langoureusement, jamais vu, et un groupe d'étudiants en train de lire ensemble. C'est assez rare de voir des étudiants en train de lire. Bon. Nous entrons maintenant par les portes, les trop lourdes portes au mécanisme cassé sempiternellement ou en panne, comme la plupart des machines à café. On trouve toutefois parfois le plus mauvais café qui soit en libre service pour 50 centimes, ou 60, je ne sais plus. On entre dans le cœur de la machine, qui est en sous-sol. Hein. Donc c'est le sous-sol, par là où on rentre. Hein. Ça paraît pas naturel, mais quand on connaît les lieux, ça l'est. C'est-à-dire qu'on descend dans la fosse, on entre dans les sous-sols, et là, on est à l'étage des amphithéâtres, des machines à café et des ascenseurs. Bien. Donc on entre dans le cœur de la machine, une série d'amphithéâtres qui sont tous en sous-sol, sans fenêtre évidemment. Et puis 3 séries d'ascenseurs, les verts, les jaunes et les rouges, qui correspondent aux 3 tours accolées, aux 3 entassements de modules. Ces ascenseurs, sans lesquels aucun accès au bâtiment n'est réellement possible, sont assez peu fiables. On les attend souvent longtemps, ils sont souvent en panne ou font de petits caprices, portes qui ne s'ouvrent pas ou qui ne se ferment pas. Enfin, c'est ce qu'on dit. Celles et ceux qui connaissent bien les bâtiments, et j'en fais partie, savent bien que ce sont des dragons qui poussent les ascenseurs et que quand ces dragons sont mécontents ou distraits, les ascenseurs ne marchent pas. Par conséquent, il faut les consoler les dragons pour que les ascenseurs remarchent. Bien. Quand les ascenseurs ne marchent pas ou qu'il faut les attendre trop longtemps, on peut prendre la cage d'escalier commune aux 3 modules. Personnellement, je ne résiste que très rarement à la tentation de descendre les 21 ou 22 étages à pied, c'est là où j'enseigne le plus souvent, au 21e ou au 22e étage. Suivent alors 22 étages de cages d'escalier sales et taguées. Ces tags pourraient intéresser des historiens, tant certains sont anciens. Rien de très original ici, on dirait des toilettes géantes avec en vrac provocation, messages poético-anarchico-philosophiques, antifascistes, anti-gauchistes, pro-Bourgogne, pro-PSG, anti-flic, le fameux ACAB qu'on trouve un peu partout là, All Cops Are Bastards. Déclinaison autour du verbe niquer, pendu, messages commentés, corrigés, recorrigés, jeux de mots, signature, numéro de téléphone. Ce qui est frappant ici, c'est la masse et la durée. 22 étages de tags millésimés. Lors des mouvements étudiants, les images médiatiques d'un bâtiment couvert de tags correspondent essentiellement à une généralisation d'une réalité quotidienne, comme si une main invisible avait tiré la chasse et que la cage d'escalier s'était vidée dans le reste de l'établissement.
Mais même en dehors de ces périodes, il m'est arrivé d'entrer dans des salles de classe entièrement couvertes de tags, invitant à niquer à l'avenant les juges, la police, les enseignants, le CDI, les syndicats, les autres, etc. etc. Ajoutons à cela des toilettes collectives, sans balai, où un étudiant peut contempler la trace laissée par l'étron de son enseignante, les salles sauna au 22e étage sans climatisation, ou encore les travaux permanents pour changer des fenêtres branlantes, changer les plafonds, triturer l'amiante, enfin que sais-je encore, les tableaux sans craie, enfin tout ce que vous voulez. Bref, dans cette chose apparentée à un système digestif géant, il y a des étudiants et des étudiantes, plus de 6 000 sur les 40 000 de Paris. Pour l'essentiel des Parisiens, et puis des étrangers, pour une petite partie, nommés étudiants internationaux. Pour ainsi dire, depuis la réforme nommée Parcoursup, on peut dire qu'il y a plus d'étudiants internationaux que d'étudiants venant des contrées outre-périphériques à Tolbiac. Ce sont essentiellement des Parisiens. Ce sont essentiellement des jeunes gens, notamment parce que pour des raisons budgétaires, on a limité les cours du soir et que donc les personnes en retraite ou en reconversion se sont faites de plus en plus rares, puis ont quasiment disparu. Dans cet univers glauque, misérable, presque post-punk, il y a 5 ou 6 tribus qui se mêlent au demeurant assez peu. Les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, les personnels d'entretien et les personnels de sécurité. Enfin, on pourrait ajouter la direction, mais eux, on se voit rarement et c'est souvent dans des termes assez musclés. En gros, pour avoir à prendre en charge une de leurs décisions absurdes. On pourrait encore diviser et rassembler avec les groupes formés de personnes syndiquées qui peuvent parfois, à l'occasion d'assemblées générales ou de telle ou telle instance bureaucratique dont l'université regorge, se rassembler et travailler ensemble. Et puis parmi les enseignants, il y a encore les titulaires, les non-titulaires, les doctorants, les contractuels, etc. En fait, rien n'est clair et la plupart des étudiants ignorent si leur enseignant est payé ou s'il paye pour enseigner. Dans le fond, ce n'est pas leur problème. Les étudiants ne portent pas d'uniforme à Tolbiac, mais c'est tout comme. En ce sens qu'il y a un nombre limité de modèles d'habillage, de vêtures observables. Dans un amphithéâtre habituel, on trouvera par exemple une large majorité de jeans slim noirs. On croisera le style détendu TNF ou tendance Nescafé, qui sent l'altermondialisme mou. Ça, c'est un style. On trouvera second style, le style, je dirais, gangsta light, quelque chose comme ça. Un peu gangsta, mais pas trop. Le style anarcho-punk, le style chic discret jusqu'au bout des chaussures. Et enfin, le modèle plus rare, mais quand même existant, Célio propre bon élève. Plus récemment, on a vu se développer aussi, de manière étrangement simultanée, un style qu'on pourrait décrire comme queer-friendly, et de l'autre côté, des femmes en tenue modeste, c'est-à-dire avec un voile et des vêtements amples. À ces étudiants, j'ai pu faire 1001 tours, et leur réaction m'a toujours étonné, positivement la plupart du temps. J'ai pu ajouter des cours, les filmer, proposer de dépasser largement les objectifs du cours, faire les cours en chanson accompagnés d'une guitare, parler d'anthropophagie en mangeant des phonèmes d'orteils humains. Certains m'ont rapporté des enquêtes formidables et difficiles, par exemple sur les sciences bricolées des rebouteux ou encore sur les représentations et pratiques des membres des jeunesses du Front National, enquête réalisée par un duo de jeunes femmes, l'une juive, l'autre italo-camerounaise. Un jour, m'étant endormi en attendant un cours de soutien pour une semaine pédagogique, les quelques étudiants qui me trouvèrent là prirent la décision sage, me trouvant là endormi, d'annuler le cours, puis de m'emmener, me tenant par le col, au café du coin, puis me payer une série de doubles cafés avant que nous fassions ensemble un point sur leur avenir universitaire. Donc ils ont eu une séance de luxe de coaching pour le prix de quelques doubles cafés. Peu d'endroits peuvent offrir à un enseignant des souvenirs aussi baroques et merveilleux que Tolbiac. Un jour, par exemple, alors que je terminais le dernier cours d'un semestre dans un amphithéâtre, je sentis une tension joviale monter dans l'amphi, puis comme dans un film, dans 300 ou dans Le Seigneur des Anneaux, une nuée immense de craies s'élevait vers le ciel de l'amphithéâtre avant de me retomber dessus dans un tonnerre de rires, d'applaudissements et de remerciements.
Bon, j'avais l'habitude de jeter des craies sur les étudiants retardataires, et dans un éclat de rire amical, l'amphithéâtre avait répondu à sa manière. Quelques minutes auparavant, travaillant sur la construction sociale de l'improvisation, nous avions transformé l'amphi en orchestre, choral en quelque sorte. Bien, alors évidemment, viennent aussi à l'esprit, peut-être surtout, la beauté et l'humour des occupations, des cortèges se formant, des fêtes et des bals organisés sur place pendant les mobilisations des étudiants et des étudiantes, et puis des gens qui sont là et qui participent, qu'ils soient du quartier ou d'ailleurs. Par exemple, lors du dernier mouvement contre Parcoursup, et puis ensuite pour la commune libre de Tolbiac, les cheminots venus en soutien en 2018, pendant l'épisode de la commune libre de Tolbiac, il y avait un bal extraordinaire. Cet endroit ne prend réellement vie que pendant les blocages, grèves, occupations, assemblées générales qui scandent les années. En 13 ans d'enseignement, quand je ne vois pas de mouvement, à la rigueur, je suis plutôt inquiet, quelque chose ne se passe pas bien. Ces mouvements sont des constantes à géométrie variable, un peu comme les giboulées de Mars. Les raisins de la colère fermentent en permanence, et puis un jour, après que des discussions discrètes aient préparé l'affaire, une petite bande de joyeux drilles barricade les ascenseurs. Par réflexe pavlovien, pour leur répondre et ne pas être en reste, les vigiles barricadent l'université. Tolbiac se vide, son ventre mou d'altitude ne peut plus recevoir personne, mais ses fondements grouillent de vie, de débats, d'alliances, d'affrontements, de cours improvisés ou donnés gratuitement, d'universités libres, de pratiques d'autogestion, etc., etc. Régulièrement, les étudiants mobilisés vont jusqu'à recréer une administration de la parole et un règlement intérieur, notamment pour le fonctionnement des assemblées générales. Les présidents des universités peuvent bien passer, les assemblées générales restent et dans le fond portent la stabilité de l'institution Tolbiac bien plus que les quelques clowns en cravate qui ont bien voulu faire semblant de diriger cet ensemble ingouvernable. Dans les plus énervés de ces assemblées générales, on prendra soin d'élire un bureau neutre en hommage à une vieille tradition situationniste. Chacun dit d'où il parle, un tour de parole paritaire sera établi. Un règlement des applaudissements silencieux et huées discrètes sera décrété et immédiatement foulé aux pieds. Et étudiantes, enseignants, personnels se mêleront pour rediscuter à nouveau, encore et encore, des règles dans le fond de l'Universitas Magistrorum et Scholarium, c'est-à-dire la communauté d'étudiants et d'enseignants que la Sorbonne n'a peut-être jamais cessé d'être, même peut-être et même surtout, dans ce boyau à étages. Les enseignants, les enseignantes s'y voient peu, à Tolbiac, s'y parlent peu, et surtout pas de théorie, ça c'est très frappant. Non pas que de telles discussions soient proscrites ou impossibles, mais il est choquant de constater à quel point ces discussions sont rares. Dans cet enchevêtrement d'ascenseurs, de couloirs, de bureaux formels et d'espaces glauques, on ne pense pas, on ne fait que passer. Et puis, un peu par miracle, un peu dans les coins, on enseigne. Mais chacun fait cela dans l'espace clos de sa classe. Quand la porte n'est pas en travaux, ou que la température permet de fermer la porte, et qu'il n'y a pas de travaux dans le couloir, bref, quand c'est possible. Les étudiants et les étudiantes y montrent une force d'âme et d'imagination qui défie l'entendement. Contre tout ce que leur disent leur sens et leur raison, ils font pour la plupart, ils et elles font pour la plupart, comme si ils et elles étaient dans une université. Comme si ils ne s'apercevaient de rien, et comme si ils étaient dupes du nom de l'endroit. Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il faut beaucoup fermer les yeux à Tolbiac pour trouver le cours des choses tolérables. Fermer les yeux sur la situation des enseignants, dont plus de la moitié sont des précaires et l'autre moitié pour l'essentiel des pré-précaires, si on veut bien, pour ne voir dessous la vidéo le vrai prix des bons enseignants. Pour ne pas voir les expulsions d'étudiants sans papier, pour ne pas voir l'exclusion douce et sans bavure de contingents entiers d'étudiants non privilégiés par manque de soutien, par manque de moyens, le bordel institutionnel et la gabegie bureaucratique qui préside à tout cela, pour ne pas voir que peut-être 80% des étudiants travaillent et par conséquent ont très peu de temps et n'ont pas de module adapté pour travailler à leur cours, pour ne pas voir que peut-être entre 4 et 8% des étudiantes se prostituent, pour ne pas voir le renoncement de nombreux enseignants et enseignantes qui en réalité n'enseignent plus mais font des heures de présence, par épuisement, par
par emmerdement, par des tas de raisons. Quand on entre dans ce système digestif, il est évident qu'il faut y trouver, au petit bonheur, par exemple avec certains collègues amicaux, les ressources nécessaires pour en ressortir vivant. Les seuls à dessiller, à halluciner en entrant, ce sont les étudiants et les étudiantes de province ou venus de l'étranger, avec le rêve de la Sorbonne, notamment ceux qui viennent des pays de l'Est, et qui croyaient, grâce à leur excellence et au sacrifice de leurs parents, venir à la Sorbonne, et qui se retrouvent dans une passoire à étages, dans une succession bureaucratique de remugles superposés qui n'a d'autre fonction objective que de trier l'accès à la belle Sorbonne, la vraie, celle où les enseignants sont titulaires et où la machine à café fonctionne, et dans laquelle il y a même des toilettes pour les messieurs et des toilettes pour les dames. Bien. Et pourtant, anomalie imprévisible, surgissement continu d'inattendus, à Tolbiac se déroulent encore de vrais moments d'enseignement qui fleurissent au hasard de salles improbables. Maintenant que vous savez où se trouve Tolbiac et ce qui s'y passe, revenons à notre question. Dans quel pays se trouve Tolbiac ? Ce qui se trouve dans le réseau magique des universités qui parlent depuis toujours entre elles. Et ce qui se trouve dans ce réseau magique d'universités qui parle, à l'instar du pape, à la ville et au monde, c'est même d'ailleurs la devise officielle, en quelque sorte, de la Sorbonne. Est-ce que Tolbiac se trouve en Absurdie ou alors au pays de la dégénérescence bureaucratique ? Quel genre de passeport est cette carte ? On a une carte pour aller à Tolbiac. Les enseignants titulaires et les étudiants ont une carte pour aller à la Sorbonne. Quel genre de passeport est cette carte qui permet d'entrer à l'université quand les entrées sont surveillées ? Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Je ne saurais pas exactement vous dire dans quel pays se trouve Tolbiac. Mais ce dont je peux ici attester, c'est que Tolbiac est quelque chose comme une marche, une zone frontière, une zone franche, une marge, une frange, une zone où l'on fréquente le système, sa limite et son éclatement, une zone où l'on fréquente à la fois l'intérieur et l'extérieur, le fonctionnel et le dysfonctionnel qui lui est comme consubstantiel. Bon, et bien après cette promenade un petit peu surréaliste à Tolbiac, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis salut tes joies, à bientôt.